La découverte de ma médiumnité, elle a été progressive. Je vivais déjà des choses assez étranges depuis toujours. J'avais notamment des bruits de pas à côté de mon lit le soir quand je me couchais. Je faisais des rêves très particuliers, très réalistes. Je me souvenais des visages de manière très claire lorsque je me réveillais le matin. J'avais beaucoup de terreur la nuit, peur du noir tout le temps. Il y avait beaucoup d'informations qui me parvenaient. Et puis, c'est vers l'âge de 7 ans à peu près que j'ai vécu ma première paralysie du sommeil. Ça s'est présenté sous la forme d'un rêve très effrayant. Je me vois dans la maison de mes parents, dans ma maison d'enfance, et je sens qu'il y a effectivement une présence, une conscience qui m'entoure, qui est là quelque part et qui essaie de saisir mon attention. Et au moment où je comprends, je capte qu'elle est là et qu'elle sait aussi que je suis là, je suis extraite d'un seul coup de ce rêve, je retombe violemment dans mon corps. Et c'est au moment de me réveiller, à l'instant du réveil, que là, je n'ai plus aucune prise musculaire, je n'ai plus aucune prise sur mon corps. Et je sens qu'on m'attrape les poignets, qu'on m'attrape les chevilles, qu'on me plaque le front contre mon matelas. Je ne peux plus bouger, plus rien faire. Et j'entends un hurlement atroce d'une voix métallique qui me hurle dans l'oreille pendant plusieurs secondes. On a cru au départ qu'il s'agissait d'une crise d'anxiété, quelque chose de simplement psychologique finalement. Et puis ça a réitéré avec le temps et j'ai eu la chance d'avoir une tante qui a ouvert la parole lorsque ma mère lui a parlé de cet épisode que je venais de vivre et qui lui a expliqué que non, il ne s'agissait pas d'une crise d'angoisse, d'une crise d'anxiété, mais très certainement d'une manifestation d'une médiumnité qui se présentait dès l'enfance finalement. Alors, lors des premières terreurs nocturnes que j'ai vécues, c'était toujours la même entité. Il y avait cette voix particulière qui hurlait dans mon oreille. Il y avait toujours la même manière d'aborder la terreur, mais ça n'a pas toujours été la même dans le temps. Et plus tard, je me suis rendu compte que parfois il s'agissait effectivement d'esprits qu'on pourrait nommer de non-humains. Et j'ai aussi eu affaire à des personnes, des consciences humaines, désincarnées, qui là par contre avaient une toute autre manière d'aborder l'approche, le contact. Puisque je pouvais notamment faire des rêves de leur mort. Ces personnes me montraient comment elles étaient mortes et une fois que le rêve se terminait, je voyais des photos de famille, par exemple. Des photos de lieux, des photos des personnes qui étaient décédées. J'avais toujours cette paralysie du sommeil avec la sensation qu'on me saisissait les poignets, c'est-à-dire que je sentais vraiment la chaleur de la main qui saisit le poignet. Mais c'était globalement moins violent quand il s'agissait de conscience humaine. Et puis, j'ai eu effectivement de multiples autres terreurs qui ont eu lieu, notamment certaines qui étaient beaucoup plus vicieuses, des esprits qui se jouaient de ma peur. Et généralement, les consciences non humaines se jouent de la peur des humains. C'est le but du processus de la terreur nocturne. J'ai pu remarquer avec le temps qu'une terreur nocturne, le fait de parasiter un être humain, ça permet de générer une émotion très forte. Cette émotion très forte va générer une certaine quantité, une certaine source de matière éthérique qui est la nourriture de ces entités qui normalement ne sont pas censées subsister dans notre dimension. Et donc, le seul moyen qu'elles ont de subsister dans notre dimension, c'est justement de se nourrir de cette charge éthérique, donc de la provoquer si elle est en carence dans leur environnement. Alors, pendant très très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, je ne percevais les esprits humains désincarnés seulement par mon écran de l'esprit. Certains parlent du troisième œil, d'autres vont parler peut-être d'une projection de conscience. Je sentais comme si j'étais pourvue d'un radar. C'était très étonnant parce que je pouvais même imaginer les choses comme s'il y avait des points de chaleur et des points de froid. Ce qui faisait que les premières choses que j'ai pu percevoir, ce sont les mémoires des lieux, par exemple. Je me souviens notamment d'une conversation que j'avais eue avec ma mère qui n'était pas encore tout à fait certaine de ce que j'étais en train de vivre. C'est perturbant quand on est issu d'une famille de non-médiums d'entendre ce type de discours et ce type d'histoire. Donc la première question qu'elle m'a posée, c'est « Pourquoi tu ne veux pas dormir dans telle pièce de la maison de ton arrière-grand-mère » Et je lui ai expliqué sans filtre que je percevais, notamment dans un endroit très précis de la pièce, comme une sorte de rectangle qui ressemblait à un lit, avec une personne dessus qui hurlait et se tapait la tête contre le mur. Ça me faisait peur, ça me mettait mal à l'aise et donc je ne voulais certainement pas rester dans cette pièce. Et ma mère prend un temps de pause
et m'explique qu'avant que je connaisse cette maison, c'était une maison familiale qui était divisée en 3 parties et que la partie dont j'avais peur, c'était la maison du frère de mon arrière-grand-père, mort depuis bien longtemps, qui était décédé d'une tumeur au cerveau et qui avait son lit à l'exact même endroit que celui que je situais et qui se cognait la tête contre le mur dans les périodes de grosses douleurs tellement il souffrait. Et donc ça a été un premier indice. Il y a eu d'autres choses très marquantes dans cette maison, mais ça a été la première chose marquante. C'est-à-dire que je percevais, même en plein jour, certaines informations. Et puis j'ai eu aussi cette phase que j'ai refusée. Je pressentais la mort des gens, qui a duré peut-être 2 ou 3 ans. Je n'avais pas l'identité exacte de la personne, mais j'avais des informations sur la proximité familiale, professionnelle. Alors quand je dis professionnelle, finalement ça concernait plutôt l'école. J'avais des indices, mais je ne savais pas vraiment qui allait partir. C'était très angoissant, donc ça je l'ai complètement fermé au bout d'un moment. J'ai eu aussi des rêves très très clairs qui concernaient, et je les ai encore, qui concernent mes proches ou des personnes que j'ai pu connaître. On me donne des informations particulières sur leur famille, sur ce qu'ils vivent en ce moment, leur état émotionnel, etc. Ça a commencé aussi dès l'enfance. Et puis, au fur et à mesure du temps, je suis passée d'entités humaines, désincarnées, à d'autres entités dont la nature m'échappait complètement et j'en percevais de plus en plus. Plus je grandissais et plus je percevais des êtres qui avaient des formes étranges. Donc voilà, globalement, ça a été très marquant. Et puis dernièrement, je vis encore une grande évolution de ma médiumnité dans le sens où je vois de mes yeux les esprits errants et je peux les voir comme je vous vois là. Mais je sens que j'ai pas accès à toutes les informations. On me bloque encore certaines informations. Par contre, il y a eu des moments clés, des moments de profond désespoir notamment, durant lesquels j'ai bien senti que j'étais guidée. Je vivais des formes de synchronicité assez étonnantes. J'en ai vécu beaucoup avec l'archange Michael quand j'étais plus petite. Et j'ai pu avoir notamment l'une des médailles que je porte aujourd'hui est une médaille qui m'a été clairement offerte par le ciel. J'avais peut-être 9 ans, j'étais au supermarché avec ma mère et mon corps se met à bouger tout seul. Je ne prends aucune décision. Et je me retrouve sous la caisse du magasin, chose qui n'était pas habituelle parce que mon éducation faisait que bon, on ne fait pas ça, quoi. Et en fait, je tends le bras vers un endroit que je ne percevais même pas, même accroupie sous cette caisse. Et je me rends compte que juste sous ma main, il y a une médaille. Et c'est une médaille de la Vierge miraculeuse que j'ai gardée toute ma vie après. Donc oui, j'ai vécu ce genre de choses qui pour moi ont été des éléments marquants de protection et de courage à garder. Parce que effectivement, cette médiumnité, elle a été plus un poison qu'autre chose quand même pendant une bonne partie de ma vie. Mais je n'ai jamais eu la tentation de tout fermer, tout simplement parce que malgré la terreur que je pouvais vivre sous certains aspects par rapport à ma médiumnité, j'étais beaucoup plus mal à l'aise avec le monde humain. Donc je sentais que malgré ces instants un peu complexes, je me sentais quand même mieux dans cette part de moi-même. Donc je n'ai jamais pensé à tout fermer, parfois dans des instants de colère et de désespoir parce que je n'en parlais à personne. J'ai très vite compris avec mes premières expériences marquantes que ça mettait les gens mal à l'aise. Et donc j'avais la nécessité de vivre cette double vie. Je partais à l'école le matin, je mettais tout de côté. Mais plutôt que de le subir et de continuer de le subir, j'ai décidé de le maîtriser, d'apprendre à le maîtriser. Et à partir du moment où je me suis sentie suffisamment à l'aise dans cet exercice, je me suis dit que peut-être je pouvais accompagner d'autres personnes sur ce chemin-là. Et parfois, simplement le fait d'en discuter ensemble, le fait de travailler sur certaines strates subtiles et le fait de recueillir des informations de l'autre côté du voile, ça permet de débloquer bien des choses et de retrouver un état de quiétude. Et donc, je suis passée de n'en parler qu'à 3 ou 4 personnes de mon entourage. Et du jour au lendemain, concrètement du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah maintenant, j'ai décidé que ce serait mon métier. Donc tout le monde doit être au courant et restera qui voudra rester et puis le reste fera sa route. Mais étonnamment, je m'attendais à ce que ce soit très complexe, très jugeant. Je pense que les personnes qui n'étaient pas en accord avec ce choix-là et cette identité que je révélais ont simplement disparu. J'ai quelques exemples en tête où effectivement, il y a eu simplement plus de contact du jour au lendemain. J'ai plutôt été surprise de me rendre compte que
beaucoup de personnes étaient contentes et me remerciaient d'oser en parler concrètement et d'oser en parler librement, tout simplement parce qu'on a tous plus ou moins vécu un moment de notre vie, des petits épisodes, des choses un petit peu étranges. D'une certaine manière, ça a pu aider certaines personnes dès le départ. Mais la plus grande difficulté que j'ai vécue par rapport à ma médiumnité, c'est que ça a beaucoup nui à ma santé pendant des années. J'ai eu notamment de gros problèmes de dos et d'articulation et je pense aujourd'hui que j'étais parasitée d'une certaine manière. Et donc, j'ai eu une santé très fragile jusqu'à il y a quelques années. Et la difficulté majeure quand on est médium, c'est qu'on est forcément très sensible à tout. Et cette sensibilité, elle doit être maîtrisée. Tant qu'on ne la maîtrise pas, on ne peut pas en faire quelque chose qui soit vertueux pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, il faut passer par des phases de profonde tristesse, de profonde remise en question. On capte forcément des informations qui peuvent nous mettre mal à l'aise aussi en société. Pour ma part, je sens de manière beaucoup trop précise les malaises, les conflits intérieurs qui peuvent se jouer même entre les personnes qui discutent entre elles. Ce qui fait qu'il faut garder un certain masque social parce qu'on ne peut pas se permettre d'intervenir ou de mettre au grand jour un ressenti de ce type-là. Mais il faut quand même conjuguer avec. Toutes les entités, tous les esprits errants ne vont pas avoir besoin des mêmes choses. Tout dépend depuis combien de temps ils sont là, tout dépend aussi pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils veulent passer de l'autre côté ou est-ce qu'ils veulent rester au contraire? Et cette information, elle est primordiale parce que si la conscience a décidé de rester, si l'esprit a décidé de rester sur Terre, ça veut dire qu'il va devoir subvenir à ses besoins pour pouvoir rester dans cette dimension. On en revient à ce que je disais, c'est-à-dire se nourrir de matière éthérique pour pouvoir subsister dans cette dimension qui n'est plus la sienne. Si au contraire l'esprit souhaite partir, et s'il reste parce qu'il est en carence d'informations et qu'il lui manque certains éléments pour pouvoir comprendre déjà où aller, pourquoi y aller et se rassurer sur la route à entreprendre, dans ces cas-là, la récupération d'énergie sera différente. On est plus dans un échange, plus dans une demande d'aide que dans un vampirisme, d'une certaine manière. Dans tous les cas, un esprit qui subsiste ici et qui n'est pas voué à être incarné, il va prendre de l'énergie tout simplement parce que sinon il ne peut plus rester ici. Et ce qu'il faut comprendre, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous nous établissons sur diverses dimensions mais qui toutes sont reliées par un noyau qui est notre conscience. Lorsque l'on se désincarne, on quitte donc la matière, on quitte notre corps de matière. Progressivement, on va quitter d'autres corps qui sont plus subtils que notre corps de matière, mais quand même plus denses que notre âme, par exemple. Donc un être qui se désincarne va notamment occuper momentanément son corps éthérique. Et ce corps éthérique est voué lui-même à se désagréger avec le temps pour que la conscience puisse s'établir dans ce qu'on appelle le monde astral. Ce qui fait que le vampirisme énergétique dont on parle, c'est un vampirisme qui va permettre à la conscience astrale de subsister dans son corps éthérique, qui est le seul qui soit un pont entre notre dimension de matière et la dimension de l'astral. La dimension éthérique, c'est une dimension de vitalité, c'est-à-dire qu'elle va donner toute sa vitalité à un corps vivant, que ce soit un corps animal, humain, végétal. C'est cette dimension éthérique-là qui va permettre de donner sa substance à la vie. Donc, cette substance-là en carence fait qu'on ne peut plus vivre dans cette dimension. Mais quand une personne est passée de l'autre côté, et là on va parler aussi de temporalité, c'est-à-dire que c'est globalement admis, et dans mon expérience je le confirme aussi, juste après la mort, la personne va avoir beaucoup de facilité à communiquer avec ses proches. Parce que la réserve d'énergie de matière éthérique, elle est suffisante. Le corps éthérique vit, il n'est pas encore mort, il est encore là. Donc finalement, ça va être facile pour elle d'interagir avec nous tout simplement parce que nous sommes nous-mêmes pourvus d'un corps éthérique, donc nous pouvons connecter directement. Et notre conscience s'établit aussi dans ce corps éthérique, même quotidiennement. Donc c'est facile finalement, facile entre guillemets, hein, quand même, ça dépend des réserves de chacun, mais de connecter et de communiquer, de faire bouger des objets, de créer des synchronicités, des choses comme ça. Ça va être facile, très facile dans le premier mois jusqu'à 3 mois.
de ce que j'ai pu percevoir. Pendant 1 an, ça va encore être possible, mais généralement, au bout d'1 an, on peut considérer s'il n'y a pas d'obstacle qui ait pu empêcher la transition de l'esprit. Généralement, la personne s'en va, son corps éthérique est dissous. Et donc, pour connecter avec elle, il va falloir que nous-mêmes, nous puissions établir notre conscience dans notre dimension astrale. Donc, eux, de leur côté, ils vont devoir se rapprocher de nous en descendant leur vibration légèrement, ou voire énormément, et nous, on va devoir l'augmenter légèrement. Ce qui fait que, par exemple, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à connecter par le rêve. On va tous, à un moment donné, rêver d'un proche et se dire « Waouh, ce rêve-là, il était quand même extrêmement réaliste ». Et donc effectivement, c'est le recours le plus simple après la première année post-décès pour pouvoir connecter directement avec nos proches encore vivants ou nos proches décédés, selon le point de vue. Le processus de mort est très clair pour quelqu'un qui a déjà vécu une sortie astrale, tout simplement parce que ça se passe de la même manière. Comme je le disais, on est tous finalement pleinement conscients dans notre corps éthérique. Là où on a la sensation que c'est notre corps de matière qui nous rend conscients et qui nous permet de naviguer dans ce monde, en fait, le corps de matière n'est entre guillemets qu'un vêtement, sans vouloir manquer de respect ou dénigrer la qualité de ce corps qu'on habite. C'est le corps éthérique qui va nous permettre de bouger, de prendre des décisions, de vivre, tout simplement. Donc, lorsque l'on vit un processus de sortie astrale ou de mort, quand c'est notre dernier instant, on ne va pas se rendre compte que l'on est décédé tout simplement parce qu'on reste dans cette sensation du corps éthérique. Simplement, on a quitté ce vêtement de matière. Donc, une personne qui n'a pas forcément eu l'envie de se questionner sur ce qu'est la mort, pour les personnes qui peut-être avaient des croyances qui n'allaient pas dans le sens d'une vie après la vie, ça va être difficile de constater que, en fait, elles sont toujours là, mais de manière un petit peu différente. Le processus de mort en soi, c'est le corps éthérique qui quitte le corps de matière. Et en quittant ce corps de matière, elle va se rendre compte pleinement de ses outils, de qui elle est. Elle va reconnecter avec une partie bien plus vaste de sa personnalité et de ce qu'elle est au fond. Mais cette phase de conscience que l'on est décédé peut prendre un petit peu de temps parce que parfois notre inconscient va faire en sorte que l'on ne voit pas notre corps physique. Et d'ailleurs, c'est le cas lors des sorties astrales. Très généralement, si on n'est pas prêt à vivre cette étape, on ne va pas voir notre corps de matière en train de dormir inerte. Donc le fait de ne pas se voir physiquement, de ne pas voir le corps en face de soi, le corps décédé, le corps de matière sans vie, va empêcher cette prise de conscience que l'on est passé de l'autre côté. Et il existe aussi des esprits qui vont se créer comme un monde annexe qui est en tout point semblable à notre monde de matière, mais qui est comme une sorte de reproduction éthérique, astralo-éthérique de ce qu'elles ont connu, tout simplement parce qu'elles sont tellement dans le refus d'accepter leur mort qu'elles préfèrent créer un autre monde semblable à celui qu'elles ont habité, plutôt que d'accepter ce qui vient de se passer. Donc c'est un processus qui peut durer très longtemps et qui va nécessiter un travail des guides notamment, qui vont comme créer des synchronicités, mais dans astral éther, pour permettre à la personne petit à petit de prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre et de se libérer aussi de ce carcan qu'elle s'est créé toute seule. Mais la manière de réagir des êtres de l'autre côté, en tout cas par l'expérience que j'ai pu avoir, est relativement différente selon l'étape de vie à laquelle la personne se trouve. Si la personne décède alors qu'elle a 40 ans, une femme, des enfants, et que finalement elle sent que là, le fait qu'elle parte, ça va rendre les conditions de vie un petit peu compliquées pour toute la famille, ça peut faire qu'elle se raccroche beaucoup plus à la famille, qu'il y ait beaucoup plus cette volonté de guider, peut-être même de rester assez longtemps dans cette dimension éthérique pour pouvoir être présente. Mais une personne qui a vécu 90, 95 ans, 100 ans et qui est prête à partir, qui peut-être même demande à partir depuis un moment, c'est pas qu'elle va se désintéresser de ses proches, mais c'est qu'il y a comme une sensation qu'elle a vécu dans l'ordre des choses, ses étapes de vie, et que finalement, sa présence, elle est requise ailleurs. Et de cet ailleurs, elle pourra connecter avec ses proches, mais cette présence-là, elle n'est pas viscéralement importante pour ses proches.
Elle ne laisse pas des enfants en bas âge potentiellement, ou un conjoint, une conjointe qui peut avoir des dettes ou des choses comme ça sur le dos. Les conditions dans lesquelles elle va laisser ses proches vont décider de son comportement après la mort. Et ce qui connecte le mieux aux proches défunts, c'est l'amour. À partir du moment où un lien émotionnel a été tissé avec quelqu'un, à partir du moment où on a établi un lien fort avec quelqu'un, la moindre pensée d'amour va connecter instantanément deux personnes, deux êtres, deux consciences, même si elles sont sur des dimensions opposées. Donc la connexion intellectuelle, la question sans concentration, sans intention et sans conviction ne fonctionnera pas. Une personne qui veut connecter avec un proche défunt, moi ce que je lui conseille en général, c'est d'être dans un état de neutralité émotionnelle au départ pour pouvoir vraiment se centrer, se concentrer, ne pas avoir 1000 idées dans la tête à la seconde. Donc ce qui est bien, c'est de profiter du temps d'avant-sommeil quand on commence à se reposer et de faire des demandes, de parler à nos proches. Parce que la parole résulte d'une pensée, la pensée résulte d'une idée. Et cette idée-là, en fait, c'est celle qui va nourrir l'intention, c'est celle qui va nourrir la connexion entre toutes les dimensions. Donc si on fait en sorte de se connecter à cette idée-là, de se connecter à cette intention profonde, on va être habité par cette idée. Et le fait d'être habité par cette idée, ça fait qu'elle ne va plus se concentrer seulement au niveau de notre tête et de notre pensée, mais elle va activer tous nos outils naturels, tous nos outils de connexion à toutes les dimensions. Et c'est ça qui va permettre de faire un pas vers les êtres qui sont de l'autre côté. Donc leur parler, leur dire ce qu'on a sur le cœur et leur expliquer. Quand un esprit ne comprend pas ce qui lui arrive, il a juste besoin qu'on lui explique ce qui lui arrive. Donc lui écrire une lettre, lui parler, c'est déjà largement suffisant dans bien des cas. Mais je conseille en général, lorsque l'on veut établir un contact avec un proche défunt ou qui vient de décéder, de patienter un petit peu, au moins jusqu'aux funérailles, tout simplement parce que, dans un premier temps, ce choc émotionnel que l'on vit après l'annonce du décès de quelqu'un, ou simplement sans choc, mais la difficulté d'accepter ce changement, la personne qui est partie, elle le vit aussi. Elle doit se réadapter à son environnement, qui est un environnement nouveau, qui fonctionne selon des lois bien différentes. Et donc, lorsque la personne n'accepte pas son propre décès, elle a parfois besoin de voir toutes les étapes de funérailles pour prendre pleinement conscience de l'étape qui se joue. Aussi parce qu'une personne qui s'identifie pleinement à son corps physique ne va pas pouvoir concevoir qu'elle soit toujours elle-même si elle n'est plus dans son corps. Donc, il va être nécessaire que son corps physique n'existe plus ou qu'il soit sous terre pour qu'elle puisse se dire « Ok, mon corps n'est plus, mais moi je suis toujours ». Donc, généralement, je conseille aux personnes d'attendre au moins les funérailles, même un mois post-décès, avant d'essayer de contacter la personne. Quand je dis de contacter la personne, en fait, j'exprime le fait de contacter, par exemple, dans le cadre d'une médiumnité. Mais ça n'empêche pas du tout, bien au contraire, j'encourage les personnes à leur parler. Parlez dans votre tête ou à voix haute ce que vous préférez, la pensée, elle est entendable dans tous les points de vue. Donc, c'est important, c'est très important de parler, mais d'attendre quand même une certaine période d'adaptation, de maîtrise et de repos émotionnel. Les émotions sont tellement vives au départ qu'aucune information, aucune connexion ne pourra être, à mon sens, réellement vertueuse et intéressante. Et les expériences qui m'ont le plus marquée dans tout ce que j'ai pu percevoir, ce sont les expériences de reconnexion avec mes proches disparus, mes proches défunts. Parce qu'à chaque fois, il y a cette conscience que notre conscience de ce qui est réel ne se cantonne pas à la matière. C'est-à-dire qu'il m'a été donné des expériences de rêve, même sans que ce soit forcément l'intervention de proches défunts. J'ai pu faire des rêves qui me donnaient des réponses et une conscience de l'immensité de la réalité de l'autre côté, qui est bien plus riche que celle que l'on connaît ici. Où finalement interviennent bien plus de dimensions. Je vous parlais de subtilité de dimensions. En fait, on se rend compte que de l'autre côté interviennent des couleurs, des formes, de la musique, des êtres, et tout ça se combine dans une symphonie incroyablement juste.
et qui donne la sensation d'avoir accès à quelque chose d'immense. C'est difficile de poser des mots sur tant de subtilité, mais je pense que mes plus belles expériences ont été vécues dans les rêves. Parce que le rêve a toujours été un moyen de connexion pour moi qui était très très fluide. Je connecte avec beaucoup de gens, il m'arrive parfois même de revisiter les mêmes lieux plusieurs fois, plusieurs années d'intervalle. Donc je sais où je dois aller, je connais le lieu parce que je sais que je l'ai visité dans d'autres rêves précédents. C'est ça qui est magique avec cette ouverture à l'invisible, c'est que l'invisible vous surprendra toujours. Tout est beaucoup plus mouvant de l'autre côté. Dans l'invisible et selon la dimension à laquelle on se connecte, on va avoir affaire à des êtres de nature, de conscience et de volonté complètement différentes. J'ai vécu ma médiumnité dans les premiers temps en connectant avec des esprits très effrayants. J'ai pu connecter aussi avec des êtres qu'on pourrait nommer comme étant démoniaques, même si je pense qu'ils se donnent cet aspect de démon justement pour générer des émotions fortes et créer une peur, provoquer une forme de peur. Et pour expliquer ça, c'est Monstres et compagnie. La peur qui crée, qui remplit les jauges d'énergie qui fonctionnent presque comme une centrale nucléaire. C'est assez drôle parce que ça, dans ma perception, ça fonctionne plutôt comme ça. Donc effectivement, j'ai pu rencontrer ce type d'être très effrayant. Et puis, j'ai rencontré des êtres complètement différents. Enfin, si je commence à me connecter, j'ai l'impression qu'il y a 5, 6, 7 dimensions différentes auxquelles je pourrais connecter avec des natures différentes. C'est-à-dire qu'il y a des consciences qui n'ont pas de forme, mais qui se promènent quand même. Elles n'ont juste pas de forme. D'autres vont avoir une forme, mais effectivement ne pas forcément capter les êtres humains qui sont présents. Il y a aussi finalement les consciences de la nature, c'est-à-dire que leur rôle, c'est de faire en sorte que l'herbe pousse, que l'eau puisse tomber sur le sol, qu'il puisse y avoir des nuages, que les arbres soient en santé, que les fruits rougissent. Il existe des consciences qui ont des rôles bien divers en fait, qui sont d'une richesse incroyable. Et puis effectivement, plus on va se rapprocher de notre dimension à nous, plus on va avoir affaire à des êtres qui fonctionnent un petit peu plus comme nous et qui potentiellement vont un petit peu plus nous capter. Mais les strates les plus subtiles que je perçois, c'est celles auxquelles je connecte notamment quand je fais des séances. Ce sont ce que j'appelle les dimensions de structure ou de matrice. Parfois, il y a des formes géométriques. Parfois, il y a comme effectivement des formes de quadrillage et c'est là qu'on voit les anomalies structurelles des êtres vivants. Quand quelqu'un est malade, par exemple, on peut voir une anomalie structurelle sur les strates bien plus subtiles. Et effectivement, ça m'arrive de connecter régulièrement aux mêmes dimensions. Et il y a des choses magnifiques à voir. Lorsque je suis connectée aux personnes et que je donne des soins, je me retrouve très souvent dans des espaces au milieu du cosmos, mais avec comme des objets, des formes, des mots, des choses qui apparaissent et qui semblent former une logique imparable de l'autre côté, mais qui pour moi ou pour nous paraissent complètement farfelues. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rend compte que la construction qui se joue et le puzzle qui s'accorde entre toutes ces informations qui paraissent complètement antinomiques, finalement, tout ça, ça donne du sens, ça crée une histoire qui va finir par parler à la personne et surtout changer sa condition à la fois physique et émotionnelle. Parce que nous sommes des êtres dont l'information primordiale prime sur la condition physique. C'est-à-dire que si on veut être certain d'agir d'une manière profonde et durable sur la personne, il va falloir aller le plus loin possible en termes de fréquence, de subtilité surtout. Et de par ma pratique, j'ai remarqué que lorsque notre conscience parfois ou notre intention nous fait défaut, parce qu'on a du mal à se concentrer dessus, à la rendre suffisamment dense, le meilleur moyen de se protéger de tout parasitage, par exemple, c'est la prière. Pour ma part, j'aime beaucoup les prières catholiques, c'est celles que je connais le mieux, mais elles ne sont pas exclusives. Il en existe de plusieurs religions et même d'autres courants de pensée qui permettent simplement de structurer la pensée et de se centrer sur cet état de prière que l'on veut atteindre. Parce que prononcer une prière, c'est finalement vouloir entrer en état de prière. Cet état de prière, il va avoir le même effet que les ondes radio, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'atteindre une fréquence suffisamment subtile pour pouvoir
s'éloigner tout simplement de la source de parasitage qui tente potentiellement d'occuper notre espace vital. Donc la prière, à mon sens, c'est le moyen le plus facile au départ de se protéger et de veiller à ce qu'on puisse simplement expérimenter en toute quiétude. Mais à mon sens, il est dangereux de se protéger par des systèmes comme les bulles de protection ou les éléments de ce type-là, tout simplement parce qu'une fois que l'on crée quelque chose, si on ne pose pas de date de péremption ou de date de fin, potentiellement ça peut provoquer une protection qui reste ad vitam aeternam et donc qui nous empêche une pleine connexion avec notre environnement. Donc quand on oublie finalement de fixer une date de départ, une date de début, une heure de fin, finalement on se retrouve avec quelque chose qui peut se pérenniser et nous porter préjudice alors qu'à la base c'était censé nous protéger. Je considère que la meilleure protection, c'est finalement l'état d'être et l'intention. Si on sait où aller et comment y aller en toute quiétude, si on sait qu'on veut se rendre dans une dimension, par exemple, d'une fréquence bien plus subtile, si on veut se connecter à une dimension angélique, parce que c'est celle que les gens connaissent par exemple le plus, on veut se protéger, on se connecte à une dimension angélique. Dans ces cas-là, le chemin va se faire tout seul. On va se connecter de manière très fluide à cette dimension-là, parce que l'intention aura été posée. Alors, le corps éthérique, il va être impacté par toute nourriture à laquelle on va se confronter, que ce soit une nourriture pour le corps physique, une nourriture émotionnelle, une nourriture spirituelle, une nourriture de pensée. Donc l'orientation de nos pensées, la qualité de nos émotions, tout ça va forcément jouer sur notre corps éthérique, bien que les émotions aient une prise surtout sur le corps astral. Mais effectivement, tout ce à quoi on va se confronter quotidiennement en termes d'environnement va impacter directement le corps éthérique. Donc, plus on va se confronter à des lieux harmonieux, de la musique structurante, vertueuse, plus on va encourager le corps éthérique à se revitaliser. Parce qu'on parle toujours de corps de vitalité. Plus on va se confronter à des émotions difficiles, à des environnements disharmonieux, pas forcément très agréables, des conflits interhumains, des choses comme ça, plus le corps éthérique va avoir de difficultés à se nourrir. C'est le même principe que la qualité nutritionnelle d'un aliment. Si on a un aliment d'une pomme d'une qualité nutritionnelle incroyable, eh bien forcément, si on s'en nourrit, notre corps va nous remercier et va le sentir de suite et tous nos outils vont être en exergue. Donc, se confronter à un environnement disharmonieux n'est pas à conseiller si on veut pouvoir conserver un corps éthérique en bonne santé. Mais il me semble important malgré tout de se confronter à tout ce qui existe dans notre monde pour pouvoir avoir une vision la plus juste possible de d'où l'on est, avec qui l'on vit. Éviter à tout prix tout ce qui peut nous coûter, c'est finalement s'isoler du monde et peut-être même ne pas faire sa part dans la société. Donc je pense que tout ça, c'est une recherche d'équilibre, savoir se régénérer, se revitaliser quand le temps est venu, mais savoir aussi se confronter à ce qu'est notre monde et parfois même dans ses aspects un petit peu moins reluisants, parce que si on en fait partie, c'est qu'on a aussi notre part à jouer. Ce que j'aime particulièrement faire et qui m'amuse beaucoup, c'est utiliser mon écran de l'esprit, donc la vision du troisième œil, pour pouvoir percevoir d'autres dimensions. Parce que finalement, consciemment, on n'a pas besoin d'être corporellement dans un endroit pour se revitaliser. La conscience est capable de se déplacer tout en restant connectée au corps de matière. Donc j'aime beaucoup me rendre dans des endroits là où je peux me connecter. Généralement, ce sont des sommets de montagne, au-dessus des nuages. J'aime beaucoup me balader par là. Et je sens que ce sont des espaces d'une grande neutralité, des espaces relativement libres où on ne côtoie finalement, entre guillemets, que les esprits de la nature, les esprits de la terre. Et ce sont des lieux que j'apprécie particulièrement, effectivement. Et je m'y connecte très régulièrement, déjà par désir de maîtriser mes émotions. Plus je me confronte à un endroit neutre, émotionnellement parlant, plus je suis capable d'être à l'écoute de ce que je ressens réellement, de comment je me sens même physiquement actuellement. C'est aussi le jeu qui se joue beaucoup actuellement, de jouer sur les émotions.
Plus on joue sur les émotions de quelqu'un, moins on lui laisse sa part d'écoute, de libre arbitre et de responsabilité sur lui-même parce qu'il n'est plus capable de s'écouter. Il n'est plus capable d'écouter son environnement, donc il ne peut pas vraiment savoir de quoi il a besoin. Comme il ne sait pas de quoi il a besoin, il va avoir besoin d'être guidé pour ça. Et c'est très important pour moi d'être présente au quotidien dans mon environnement matériel. Ce qui fait que depuis toute petite, j'ai trouvé le moyen de couper, entre guillemets, mes ressentis lorsque je n'en ai pas besoin. Tout simplement parce que j'ai cette notion de responsabilité, d'est-ce que c'est juste ou pas de communiquer une information, et si elle n'est pas communicable, pourquoi je devrais m'en encombrer. Donc aujourd'hui, je me connecte à ces perceptions seulement lorsque je le décide, ce qui fait que je me sens relativement présente au monde, et lorsque je le décide, je me connecte et je reçois l'information directement, je peux poser des questions. Et puis, généralement, j'aime beaucoup profiter de la période d'avant-sommeil, lorsque je suis dans le noir, allongée tranquillement, pour pouvoir percevoir des choses. Je reçois des informations particulières, mais ça n'est pas constant. Et puis, les mouvements sociétaux, gouvernementaux aussi, vont avoir un impact sur la qualité vibratoire de l'environnement. Et il arrive parfois que je ne puisse pas mener à bien une séance, par exemple une séance de soins, tout simplement parce que j'entends mes guides me disent là non, ça te met en danger, ça met la personne en danger, donc tu coupes la connexion tout de suite. De toute façon, je ne reçois rien. Quand c'est comme ça, je n'ai vraiment rien du tout. C'est que le réseau, le canal est complètement pollué. Et dans ces cas-là, il faut simplement patienter et remettre la séance à plus tard. Quand je connecte à un lieu, je considère que je connecte à l'esprit du lieu. C'est finalement l'ensemble des consciences qui habitent une portion de territoire. Mais je vais aussi connecter avec l'égrégore humain du lieu, c'est-à-dire le fait que l'humain en ait fait une maison, un territoire bien défini, qui a telle utilité en usage quotidien, etc. Ça forme un égrégore, une sorte de bulle d'information à laquelle je vais pouvoir connecter parce qu'en plus, s'il y a eu plusieurs familles qui se sont succédées, si c'est une vieille maison, on va pouvoir accéder aux informations du passé également. Donc l'intérêt, ça va être de connecter avec ce champ informationnel et d'entrer directement en connexion avec le lieu comme si j'entrais en connexion avec un esprit. Ça se passe exactement de la même manière. Je discute avec le lieu. J'ai notamment un exemple d'un lieu qui m'a marquée parce que je le sentais triste de ce qu'il avait vécu. C'était un appartement. La personne vivait dans cet appartement, mais elle n'arrivait pas à s'y sentir à l'aise. Elle était toujours dans un grand inconfort, mauvais sommeil, mauvais repos. Et le lieu me communique le fait qu'il a été saccagé. Il m'explique, j'ai été saccagée, on m'a manqué de respect. Et je suis restée dans ce traumatisme-là, je me permets d'utiliser le mot même s'il n'est pas forcément le plus adapté, mais dans ce choc-là qui a été vécu, il est resté comme figé dans ce désordre. Et donc structurellement parlant, je parle de structure subtile, ce désordre s'est marqué et donc a fait que rien ne pouvait fonctionner de manière vertueuse et harmonieuse. Et quand j'ai communiqué ces informations à la personne, elle m'a expliqué qu'effectivement, les précédents locataires avaient été cambriolés et que l'appartement avait été saccagé au point que les murs avaient été tachés, les meubles avaient été cassés. Ça avait été très violent, en fait. Donc un lieu, il va savoir communiquer ce qui est de l'ordre de son histoire. C'est-à-dire que le lieu en lui-même, il va communiquer la mémoire, l'information. Mais ce qui va me permettre en tout cas de capter une information beaucoup plus dans l'ordre du territoire et de ses besoins, je parle du territoire vivant, c'est plutôt les gardiens de lieux, les êtres, les consciences et les êtres de la nature qui l'habitent qui vont pouvoir communiquer ce type d'informations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut notamment refaire l'ancien cadastre, l'ancien plan du lieu. J'ai eu des lieux qui m'ont dit « Non mais là, j'avais un chemin. Il y avait un chemin entre cet endroit et cet endroit. » La personne me dit « Non, non, il n'y a pas de chemin. Il y a même une route qui traverse, il n'y a pas de chemin. » Donc, je patiente. Je dis bah, « Gardez l'information de côté et puis on verra ce qui se passe plus tard. » Et généralement, l'information est donnée dans les mois suivants, une synchronicité, une rencontre qui fait que la personne se rend compte que oui, il y avait bien un chemin et il n'y avait pas de route. Donc, connecter avec un territoire, connecter avec un lieu, c'est finalement connecter à un champ d'information. Et quand la maison qui a été construite en elle-même a de l'histoire,
et qu'il y a eu de nombreux habitants qui se sont succédés, effectivement se constitue une mémoire de la maison. Mais globalement, il n'existe pas de lieu neutre dans lesquels il n'y ait pas de mémoire, tout simplement parce qu'on est sur une terre qui a vécu tellement plus longtemps que nous, forcément il y a de la mémoire à un moment donné. Et la mémoire qui a le plus d'impact sur la vitalité humaine et sur le quotidien d'une famille, c'est forcément les mémoires humaines, les mémoires d'histoire humaine. J'ai eu notamment l'occasion de visiter des maisons lorsque mes parents devaient déménager et j'étais leur radar. Ils m'emmenaient avec eux tout le temps parce qu'ils savaient que j'allais capter des choses. Et il y a des maisons à divorce, par exemple. Effectivement, s'il y a eu un divorce très marquant, très compliqué dans la maison, potentiellement, cette mémoire-là va avoir tendance à appuyer sur les failles du futur couple qui habitera cette maison. Et on se rend compte qu'il peut y avoir des maisons dans lesquelles il y a eu 4, 5, 6 divorces, alors que potentiellement tout semblait plutôt bien se passer avant. Donc les lieux vont avoir un impact direct par la mémoire des humains qui l'ont habité. Ce qui est très intéressant, c'est que ces mémoires-là, elles peuvent être totalement passives, c'est-à-dire que c'est vraiment une mémoire qui va s'inscrire dans les murs et qui va donner comme une forme d'ambiance, une trame de fond. Mais il y a aussi les mémoires qui sont actives. Et il y a certaines maisons dans lesquelles je voyais comme une sorte de masse éthérique noire qui se baladait dans la maison. Et je sentais que c'était cette masse-là qui impactait la vitalité des personnes, mais aussi les liens entre les familles. C'est une forme d'égrégore qui a été tellement nourrie qu'il a fini par devenir autonome. C'est un petit peu le même principe que les robots qu'on est en train de créer en ce moment, l'intelligence artificielle, qui au départ est finalement comme une accumulation d'informations, mais qui n'a pas vraiment de conscience, et qui au fil du temps finit par avoir suffisamment de richesse d'informations et de densité d'informations pour devenir responsable et presque prendre des décisions lui-même. C'est la même chose pour ces masses éthériques actives dans les lieux. Généralement, ce travail-là, il se fait sur le niveau vibratoire. C'est comparable, à mon sens, aux stations de radio. On va changer de station de radio. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le lieu puisse s'établir sur un autre canal que celui sur lequel il était placé auparavant, notamment à cause de ces traumatismes qu'il a pu vivre. Mais les fréquences sur lesquelles un lieu va se caler sont très mouvantes, quotidiennement. C'est-à-dire que demain, vous avez un enfant, vous vous mariez ou vous vivez un bonheur d'une autre nature, forcément, ça va changer le lieu de fréquence. Et c'est très intéressant parce que c'est très bénéfique. La joie est forcément une émotion vertueuse. Par contre, demain, vous apprenez un décès ou vous vivez des difficultés qui peut-être vont marquer votre manière de penser, de réfléchir et d'agir. Dans ces cas-là, ça va changer aussi la fréquence du lieu. Et donc, c'est quelque chose qui est à entretenir quotidiennement par nos actes, par la manière dont on prend soin du lieu. Tout est toujours une question de connexion et d'échange. Si on n'agit que pour nous-mêmes, mais qu'on ne prend pas en compte l'environnement, peu importe de quoi on parle, si on choisit de n'agir que pour soi-même, ça ne durera pas dans le temps. Parce qu'il n'y aura pas d'impact sur l'environnement, il n'y aura pas de notion de collaboration avec l'environnement. Le vivant et la nature existent parce que c'est une accumulation de consciences qui jouent chacune leur rôle à leur mesure et qui permettent de créer cette harmonie-là. On doit agir de la même manière. Donc lorsqu'on se connecte à un lieu, lorsque l'on vit dans une maison, qu'on emménage dans une maison par exemple, la première étape, ça va être peut-être d'établir une connexion consciente avec le lieu. Moi, je dis bonjour à ma maison très souvent, je lui parle parfois. Quand je sens que je ne suis pas forcément très attentive à l'ordre des objets, etc. à l'intérieur, que c'est un peu le bazar, j'établis consciemment un dialogue de « Ok, là j'ai un petit peu trop patienté, je vais m'occuper de toi, on va faire en sorte d'harmoniser tout ça ». Et donc, il faut comprendre que là où on parle toujours de l'impact de l'invisible sur la matière, il est très important de prendre conscience que la matière a un impact sur l'invisible. Rien ne se fait que dans un sens. Donc, si on ne se sent pas capable d'agir dans l'invisible dans un premier temps, déjà de rétablir de l'ordre, de changer les meubles de place, de
sortir de sa maison les objets qui nous font nous sentir mal, tristes, qui nous rappellent des choses difficiles. Faire en sorte que le lieu nous soit agréable et que lorsque l'on rentre dans ce lieu, on sente que ça s'ouvre, quoi. Il y a un «Ah, c'est chez moi, je me sens bien ici». Ça va tout changer. Si on ne peut pas le faire tout de suite, eh bien on essaie de trouver tous les axes d'amélioration du lieu. Et puis d'un point de vue subtil, il va y avoir effectivement plein de choses qu'on peut mettre en place, des choses très très simples. J'aime bien apprendre aux gens à créer des sortes de boules de lumière que l'on crée par la vision de l'esprit, dans laquelle on va placer une intention. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que cette boule de lumière, elle puisse avoir une source. Donc généralement, je demande à la terre-mère de nourrir cette source-là. Et l'intention peut être de rétablir une harmonie énergétique, de rétablir une meilleure connexion, une communication entre les êtres qui habitent le lieu. C'est quelque chose de très simple qu'on peut tous faire parce qu'il suffit, entre guillemets, de visualiser consciemment, d'être concentré sur cette visualisation et d'être concentré sur la précision de l'intention qu'on place à l'intérieur. Et ça agit d'une manière fulgurante et c'est très simple à faire. On n'a pas besoin d'être médium pour le faire. Actuellement, on vit une période où l'humanité a besoin de se reconnaître, où l'humanité a besoin de trouver ses propres limites et non plus des limites qui lui sont imposées. Donc, dans l'ouverture des consciences et dans ce besoin de se reconnecter à plus subtil, on s'enferme parfois dans des carcans qui sont d'une autre nature, mais qui restent des limitations. J'ai cette sensation qu'on est une humanité qui essaie de grandir. On sort de l'adolescence, on a besoin d'être responsable. Et être responsable, c'est finalement prendre des décisions qui vont avoir un impact sur l'autre et de faire en sorte que cet impact soit le moins nuisible possible, mais au contraire qu'il construise un monde nouveau, un monde meilleur, où chacun peut vivre sa singularité, mais dans une harmonie globale. Donc j'ai vraiment cette sensation que tous les conflits qui se jouent actuellement et sur différentes strates sont finalement symptomatiques de cette recherche d'équilibre et de cette recherche de singularité tout en étant connectés les uns aux autres. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose de très chouette, de vraiment très chouette, mais il va y avoir encore des périodes de turbulence à passer parce que tant que l'on ne va pas se relier les uns aux autres consciemment et comprendre que le bonheur de l'autre fait notre propre bonheur et vice-versa, tant qu'on n'aura pas compris ça sous tous ses aspects, on ne pourra pas sortir de la période des turbulences.